Alfonso VIII et la Castille. Alfonso VII laissa en héritage le Léon à son fils Fernando II et la Castille à son fils Sancho III, qui ne régna qu'1 an. Son fils Alfonso VIII, âgé de 3 ans, devint roi de Castille. La régence du royaume de Castille fut disputée entre les membres de la famille comtale de Lara et celle des Castro. Elle fut attribuée au comte Nuno Pérez de Lara de 1164 à 1170. En 1174, ce dernier fondait un ermitage dédié à Saint-Jean près d'Itero del Castillo, sur le Camino, à côté du pont Fitero construit sous Alfonso VI. L'ermitage fut ensuite récupéré par l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1233. En 1994, il fut rénové et sert maintenant d'albergue sous le nom d'Hospital de San Nicolás de Puente Fitero. C'est sous le règne d'Alfonso VIII qu'apparut le Codex Calixtinus. Ce manuscrit est une compilation de plusieurs écrits, certains datant d'aussi loin que de l'époque d'Alfonso III. Ils auraient commencé à être compilés vers le début des années 1100, et ils auraient connu plusieurs versions. Le travail final fut vraisemblablement terminé à Cluny vers les années 1160, puis acheminé à la cour de l'empereur Frédéric Barberousse, qui l'offrit en 1164 à la cathédrale de Santiago. Un des objectifs du codex était évidemment de faire la promotion du pèlerinage de Compostelle. Le codex se comporte de 4 livres, traitant essentiellement du culte de Saint Jacques. Le dernier livre s'intitule « De Saint Jacques apôtre », bien qu'il fût renommé « Le guide du pèlerin » lors de sa traduction en 1938. C'est à ce dernier livre, qui décrit 5 chemins menant à Santiago, que l'on doit la célébrité actuelle du codex, bien qu'il soit resté pratiquement inconnu du temps du pèlerinage de Compostelle. Insérés entre le 3e et le dernier livre, on trouve les chroniques du pseudo-Turpin, qui portent essentiellement sur l'expédition romancée de Charlemagne et sa découverte prétendue du tombeau de Saint-Jacques. Alors que le codex lui-même n'a été recopié que 3 fois et pratiquement oublié jusqu'à nos jours, les chroniques du pseudo-Turpin, quant à elles, furent recopiées plus de 300 fois et connurent une large diffusion tout au long du Moyen Âge. La réalisation de l'assemblage de ces différents écrits dans une œuvre comme le Codex Calixtinus semble liée à des considérations politiques autant que religieuses. Sur le plan religieux, il est évident que ce codex vise à promouvoir le pèlerinage de Compostelle que contrôle l'abbaye de Cluny et les moines de Saint-Augustin, de par leurs nombreuses abbayes disséminées sur son parcours. Sur le plan politique, l'insertion des chroniques du pseudo-Turpin aurait comme origine la volonté de Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, de promouvoir la canonisation de son prédécesseur Charlemagne. L'objectif de cette démarche visait à accroître son propre prestige et d'obtenir l'appui de l'archevêché de Santiago dans le contexte de sa lutte contre le pape Alexandre III, alors que Barberousse soutenait l'antipape Victor IV et son successeur Pascal III. Il obtient d'ailleurs de ce dernier la canonisation de Charlemagne en 1165, soit 1 an après son élection, canonisation qui ne fut d'ailleurs pas reconnue par les papes suivants. L'évocation de Charlemagne dans la découverte du tombeau de Saint-Jacques aurait pu aussi avoir pour effet de légitimer la très grande influence de la Bourgogne dans les royaumes de Léon et de Castille, de par le mariage d'Alfonso VI avec Constance de Bourgogne, et le mariage de la fille d'Alfonso VI, Urraca Ier, avec Raymond de Bourgogne. Urraca Ier était la petite-nièce d'Hugues, l'abbé de Cluny, très liée aussi aux intérêts bourguignons. De même, Calixte II, auquel on fit faussement attribuer la paternité du codex qui porte son nom, il mourut en fait 40 ans avant sa parution, se nommait Guy de Bourgogne avant d'être élu pape. Sa cérémonie de consécration eut même lieu à l'abbaye de Cluny. Il était le frère de Raymond de Bourgogne, donc l'oncle et le co-tuteur d'Alfonso VII avec Diego Gelmírez, le puissant évêque de Compostelle. Ce dernier commença sa carrière comme secrétaire de Raymond de Bourgogne et était donc lui aussi un grand ami de Cluny et des Bourguignons. C'est d'ailleurs grâce au pape Calixte II que Diego Gelmírez, en 1120, obtint l'élévation de Santiago du simple rang d'évêché à celui d'archevêché métropolitain. De ce fait, Santiago devint la capitale religieuse de la Lusitanie, le Portugal n'existant pas encore, et il contrôlait ainsi une douzaine de diocèses.
Ce nouveau statut amena le roi Alfonso VII à concéder à l'archidiocèse le droit de frappe de monnaie pour le financement des travaux de construction de la cathédrale initiés pendant l'épiscopat de Diego Ramírez. C'est également lui qui fit construire en 1105 sur le Camino une chapelle sur le Monte do Gozo, le mont de la joie. Cette chapelle est aujourd'hui détruite. De cette colline, on aperçoit pour la première fois la cathédrale de Compostelle. On y trouve maintenant un monument célébrant la venue de Jean-Paul II à Compostelle en 1982. La laideur du monument nous fait regretter l'ancienne chapelle. Sous Alfonso VIII, la Castille eut à se battre sur deux fronts contre le Léon et la Navarre. Pendant la régence d'Alfonso VIII, le roi de Navarre Sancho VI occupait le Logroño et reprenait une bonne partie de la Rioja. De son côté, son oncle, le roi de Léon, Fernando II, envahissait la Castille en 1179. En 1180, il signe le traité de Tordesillas, mettant fin au conflit. C'est à cette époque que Fernando II fit construire autour de la ville de Mansilla de las Mulas de formidables fortifications pour protéger la frontière du Léon face à la Castille. En 1170, Fernando II fonde l'ordre militaire et religieux de Santiago avec comme mission de lutter contre les musulmans et dont le symbole est l'épée en forme de croix, telle qu'on la retrouve actuellement partout sur le Camino. Cependant, cette représentation a évolué à travers les âges. La remise de l'acte de fondation a lieu au monastère, maintenant disparu, de San Agustín de Santa María de l'Hoyo, près de Porto Marine, à quelques centaines de mètres du Camino. Cet ordre sera reconnu par le pape en 1175. On retrouve un manuscrit décrivant les statuts et règlements de l'ordre datant de 1555 dans le Museo das Peregrinaciones et de Santiago à Santiago. En 1176, les chevaliers de Santiago installèrent leur maison mère dans le couvent du premier hôpital San Marcos de Léon, fondé par la reine Sancha, l'épouse de Fernando Ier. En 1178, Fernando II concède aux Templiers un terrain à Ponferrada, sur lequel ils établissent la remarquable forteresse que l'on peut admirer de nos jours. C'est aussi vers la même époque qu'ont été construites en Navarre des églises qui évoquent la présence des Templiers, comme l'église de Santo Sepulcro à Torres del Rio. Elle fut construite en 1170. Cette église montre aussi une influence mozarabe. Mais son plan octogonal fait que plusieurs pensent qu'elle serait d'inspiration templière, de par sa forme, qui évoquerait l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Selon le même critère, plusieurs attribuent aux Templiers l'édification de la très belle et très mystérieuse église octogonale de Santa Maria de Nate, située tout près du Camino, à 2,3 km d'Obanos. Pendant ce temps, en Castille, Alfonso VIII fondait sur le Camino un hôpital pour pèlerins à Calzadilla de la Cuesa. Vers 1182 et en 1190, il le confiait à l'ordre de Santiago. Cet hôpital est à l'origine du monastère de Santa Maria de las Tiendas, malheureusement détruit en 2006. C'est dans un document signé d'Alphonse VIII que l'on retrouve la première référence à Hontanas, de Fontanas, fontaine en espagnol, magnifique village sur le Camino. Dans ce document, daté de 1203, le roi concède cette ville à un chevalier gascon, en insistant sur la présence du Camino dans la ville. La plus belle institution que créa Alfonso VIII fut l'abbaye de Santa Maria la Real de las Huelgas, qu'il fonda à Burgos en 1187. Il transforma cette royale résidence consacrée au divertissement, Oganza en espagnol, d'où l'origine de son nom, en une splendide abbaye de monial et un panthéon pour la famille royale. En 1195, il y ajouta l'Hospital del Rey, un bâtiment adjacent pour y accueillir les pèlerins de Compostelle. Ce bâtiment abrite maintenant une partie de l'université de Burgos. Fernando II, le roi de Léon, décéda en 1188 et son corps repose dans la cathédrale de Santiago. C'est son fils et successeur Alfonso IX, le dernier à porter le titre de roi de Léon, qui lance les travaux de la cathédrale Santa Maria de Léon en 1205. En 1212, il concède aux hospitaliers une charte
pour la ville de Porto Marine, là où se trouvait un pont romain sur la rivière Minho. Ce pont fut reconstruit au Moyen Âge et on peut encore le voir auprès du pont actuel lorsque les eaux sont basses. Sur le blason de la ville, on trouve le pont et la croix des Hospitaliers. Ils y firent construire la très impressionnante église forteresse de San Nicolas, qui fut déménagée lors de la formation d'un barrage sur la rivière Minho. Les pierres furent numérotées et l'église reconstruite pierre par pierre sur son lieu actuel. La bataille de Las Navas de Tolosa. En 1121, un nouveau mouvement islamique apparaissait en Afrique du Nord et il donna naissance à la dynastie des Almohades. Ces derniers renversent les Almoravides lors de la prise de Marrakech en 1147. Par la suite, les Almohades s'implantèrent dans Al-Andalus, qu'ils réunifièrent sous leur férule. En 1195, les armées du calife Abu Yusuf Yaqub al-Mansour infligèrent une dure défaite à Alfonso VIII à la bataille d'Alarcos. Le calife assiégea même Tolède, dont il se retira après avoir imposé à Alfonso VIII une humiliante trêve de 10 ans. C'est la montée en puissance des Almohades qui amena le pape Innocent III à tenter d'unir les forces chrétiennes contre les musulmans. En 1198, il avait excommunié le roi de Navarre, Sancho VII, surnommé El Fuerte, le fort, pour avoir sollicité l'aide d'Abu Yusuf Yaqub al-Mansour contre le castillan Alfonso VIII, qui avait des visées sur la Rioja navarraise. L'excommunication est cependant levée en 1199, et en 1207, l'archevêque de Tolède, Rodrigo Jiménez de Rada, réussit à rapprocher les deux adversaires par le traité de Guadalajara, qui établissait une trêve de 5 ans entre les deux protagonistes. En 1212 a eu lieu la bataille de Las Navas de Tolosa, qui oppose les forces musulmanes almohades de Muhammad an-Nansir, le fils d'Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, et les forces chrétiennes coalisées composées de Templiers, de Chevaliers de l'Ordre de Santiago, de Castillans sous les ordres d'Alfonso VIII, de Navarrais commandés par Sancho VII et d'Aragonais dirigés par Pedro II. Cette écrasante victoire des forces chrétiennes marque la fin de la domination almohade sur Al-Andalus, qui se refragmenta en petites taïfas payant tribut aux royaumes catholiques. Pedro II, le roi d'Aragon, était surnommé El Católico, le catholique, car il fut le premier roi d'Aragon à être sacré par le pape à Rome par Innocent III. Détail intéressant, Pedro II devait mourir 1 an après la grande victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa contre les infidèles. Il trouva la mort lors de la bataille de Muret, du côté des albigeois hérétiques et contre les forces croisées de Simon de Montfort dans ce qui fut l'ultime bataille de cette croisade déclenchée par Innocent III. Pierre II El Católico mourut excommunié par la même personne qui l'avait consacré roi. Pour ce qui est de Sancho VII, les tensions demeurèrent vives entre la Navarre et la Castille. La ville de Viana en est le témoignage, avec ses impressionnantes murailles qui furent édifiées en 1219, soit 7 ans après la bataille de Las Navas de Tolosa, sous l'ordre de Sancho VII, pour faire face à la menace castillane toujours présente. Sancho VII ordonna aussi la construction de la très belle église Santa Maria la Real à Roncevaux en 1209. Il décéda en 1234 et son très beau gisant est exposé dans une salle de la chapelle San Agustín de Roncevaux au pied d'un vitrail moderne représentant la bataille de Las Navas de Tolosa. Le gisant fut commandé par son neveu et successeur Thibaut Ier, comte de Champagne, Sancho VII ayant décédé sans descendance. Ceci amena la création de la dynastie des princes français de Navarre, qui resteront au pouvoir jusqu'à la fusion des couronnes de France et de Navarre sous Henri IV. Dans cette même salle se trouve la chaîne qui enserrait le camp du chef musulman lors de la bataille de Las Navas de Tolosa. La légende veut que Sancho le Fort, dans une charge furieuse, brisa lui-même la chaîne, provoquant la débâcle de l'armée ennemie. Une autre légende, qui n'est malheureusement qu'une légende, veut que ce soit cette chaîne qui a servi de modèle pour l'écusson de la Navarre. Écusson qu'étonnamment,
on retrouve au-dessus de la porte de l'habitation de Champlain à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse. C'est qu'à cette époque de la vie de Champlain, en 1605, Henri IV, roi de Navarre, était aussi le roi de France. Quant au dernier roi impliqué dans la bataille de Las Navas de Tolosa, Alfonso VIII, roi de Castille, la légende veut qu'il ait ramené de la bataille un étendard ayant appartenu au calife. Ce splendide étendard de soie, de fil d'argent et d'or, est surnommé le Pendón de las Navas de Tolosa. Il est exposé à l'abbaye Santa Maria la Real de Las Huelgas à Burgos. En fait, il semble que ce soit plutôt un trophée de guerre obtenu par un des successeurs d'Alfonso VIII lors de ses conquêtes contre les musulmans en Andalousie. L'importance de la bataille de Las Navas de Tolosa dans la croisade contre les musulmans est telle dans l'imaginaire espagnol que cette bannière fut utilisée dans le premier défilé militaire de Franco après sa victoire en 1939 pour célébrer le succès de sa croisade contre les républicains et les communistes. Une réplique du Pendón est portée en parade à Burgos chaque année, au départ du monastère de Las Huelgas. Cette fête, surnommée El Curpillos, est une célébration civilo-militaro-religieuse commémorant la bataille de Las Navas de Tolosa. L'origine de cette tradition remonte au moins jusqu'à 1331. L'ascension de la Castille. Alfonso VIII mourut en 1214, 2 ans après la bataille de Las Navas de Tolosa. On trouve son sarcophage ainsi que celui de son épouse Aliénor Plantagenet, fille d'Henri II, le roi d'Angleterre, dans le panthéon du monastère de Las Huelgas. Par leur fille Blanche de Castille, qui mariera le roi Louis VIII de France, ils deviendront les grands-parents de Saint-Louis. Leur fils, Enrique Ier, qui n'avait que 10 ans au décès de son père, ne régna sous tutelle que 3 ans avant de mourir accidentellement. La couronne de Castille passa donc à sa sœur Berengula Ier, qu'elle retransmit à son fils Fernando III, issu de son mariage avec le roi de Léon, Alfonso IX. À la mort d'Alfonso IX en 1230, Fernando III hérita aussi du titre de roi de Léon, réunissant définitivement les 2 royaumes. Alfonso IX mourut à Sarria, une ville du Camino qu'il avait fondée à la fin du XIIe siècle. Il est enterré dans la cathédrale de Santiago. Enrique Ier et Berengula Ier sont inhumés avec leurs parents au monastère de Las Huelgas de Burgos. La carte suivante montre l'Espagne en 1265. Le royaume d'Aragon s'est considérablement agrandi, mais on note surtout l'énorme expansion du royaume de Castille suite aux conquêtes sur les musulmans qui ne conservent plus que l'émirat de Grenade et à la fusion du royaume de Léon à celui de la Castille sous Fernando III. Ce dernier fit don au prélat de l'église de Santa Maria de Burgos de 2 villas à Hontanas en 1221, l'année du début de la construction de sa cathédrale Santa Maria de Burgos. Cette cathédrale à l'architecture somptueuse, comme cette magnifique coupole ornée d'une lanterne au-dessus des dalles funéraires du Cid et de Chimène, ou son escalier doré, est en fait un véritable musée regorgeant d'œuvres d'art extraordinaires. La puissance économique de Burgos tenait essentiellement au commerce de la laine, une grande partie du territoire castillan étant alors consacrée à l'élevage du mouton. C'est le fils de Fernando III, Alfonso X, qui créa en 1273 la Mesta, une juridiction qui balisait l'usage des terres affectées par la transhumance des troupeaux. Alfonso X fit agrandir les murailles de Burgos, que l'on peut voir aujourd'hui. Les fréquentes révoltes de nobles vis-à-vis le roi pourraient expliquer ce besoin défensif, quoique les murailles durent aussi servir à délimiter la ville de ses faubourgs, justifiant les impôts des villes emmurées. Alfonso X eut à faire face à une sérieuse révolte de nobles en 1272. À la tête de cette insurrection était son frère, Felipe de Castille. Il avait initialement embrassé une carrière ecclésiastique et fut nommé évêque de Séville, mais il était probablement aussi membre de l'ordre des Templiers. Malgré l'avis de son frère, le roi, il quitta la prêtrise pour se marier. Par la suite, Felipe et les nobles castillans menacèrent de prêter allégeance au roi de Navarre, Henri Ier, surnommé le Gros, il était français.
Il allèrent jusqu'à se réfugier chez le roi musulman de Grenade, Muhammad Ier. Mais en 1273, Alfonso X céda aux demandes des nobles et ceux-ci firent la paix avec leur suzerain. En 1274, Felipe de Castille décéda à l'âge de 43 ans. Son très beau tombeau se trouve dans l'église de Santa Maria la Blanca, une église construite par les Templiers à Villacazar de Sirga sur le Camino. C'est peu après que fut dissous l'ordre des Templiers, victime de sa trop grande richesse. En 1312, le pape Clément V, sous la pression du roi de France Philippe le Bel, proclama la dissolution de l'ordre et la saisie de ses biens. On retrouve un petit village sur le Camino qui porte le nom de Terradillos de los Templarios, qui fut propriété des Templiers. Une légende veut que les derniers Templiers s'y réfugièrent et y enterrèrent une poule aux œufs d'or, une réminiscence de la grande richesse de l'ordre et dans la continuité du mythe du trésor des Templiers. À la mort du roi de Castille, Alfonso XI, son fils légitime, Pedro Ier, surnommé El Cruel, le Cruel, devint roi de Castille. Cependant, son demi-frère Enrique voulut lui ravir le trône. Ce conflit fut connu sous le nom de Première guerre civile de Castille. Pedro Ier lance une dure répression visant la haute noblesse, ce qui lui vaudra son surnom, alors que le petit peuple le surnomme Pierre le Justicier. Parmi ses nombreuses victimes, on retrouve sa tante, Léonore de Castille, fille de Fernando IV, assassinée sous les ordres du roi en 1359 dans la forteresse de Castro Héris. Selon différentes sources, son corps aurait été inhumé à la cathédrale de Lérida ou au monastère de Las Huelgas de Burgos, mais en 1970, on a cependant découvert un sarcophage qui serait celui de Léonore de Castille dans la collégiale de Nuestra Señora del Manzano, à Castro Héris même, sur le Camino, ce qui confirmerait les récits de l'époque. La première guerre civile de Castille s'inscrit dans le contexte de la guerre de 100 ans, entre la France et l'Angleterre, alors qu'Enrique s'allie aux Français dirigés par Du Guesclin, futur connétable de France, et au roi de Navarre, alors que Pedro I fait alliance avec les forces anglaises du prince noir. C'est dans ce contexte, et sous les ordres de Pedro Ier, que furent édifiées les murailles de Santo Domingo de la Calzada. Elles mesurent 1640 mètres de longueur sur 2 mètres d'épaisseur et comptent 38 tours de 12 mètres de hauteur. Ces fortifications furent commencées en 1367 et terminées en un temps record en 1369. En 1367, les deux armées s'affrontent sur le chemin entre Navarrete et Nájera, la victoire restant aux mains des Anglais et de Pedro Ier. Du Guesclin fut capturé et le roi de France dut payer une lourde rançon pour obtenir sa libération. Pedro Ier ayant négligé de payer le prince noir pour ses services, ce dernier se retira dans ses terres de Guyane, alors qu'Enrique reforma une armée encore dirigée par Du Guesclin. En 1369, l'armée de Pedro Ier est défaite à Calavatra de la Nueva par les forces d'Enrique et il est capturé par les hommes de Du Guesclin. Amené en présence de son demi-frère, les deux hommes se battirent à coups de poignard jusqu'à ce que l'un des soldats d'Enrique tranche la tête de Pedro el Cruel. On promena sa tête sur une pique et Enrique resta le seul roi de Castille avec comme seul surnom Enrique de Trastamare, qui sera le nom à l'origine de la dynastie de la maison de Trastamare qui durera jusqu'au milieu des années 1500. Enrique II décéda en 1379 à Santo Domingo de la Calzada, dans la ville que son demi-frère avait fortifiée contre lui. La maison où il décéda, la Casa de Trastamara, est le plus vieil édifice civil de style gothique de la ville. Il abrite la bibliothèque et le bureau de tourisme de la ville.